Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, permettez-moi de vous souhaiter une année de sérénité, de douceur et de plaisir. Cette année 2025 va, de mon point de vue, être un peu chahutée. Et pour nous parler des perspectives et puis faire un petit bilan de 2024, le premier invité ne pouvait être qu'un sage. Je vous demande d'accueillir M. Péraste, Joseph Péraste, le maire d'une petite commune merveilleuse qui s'appelle le Marigot, sur la côte nord-atlantique de la Martinique. Monsieur Péraste, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonsoir. Merci, Monsieur Marajo, d'avoir accepté, n'est-ce pas, de m'avoir proposé de faire le début de l'année 2025 avec vous. Merci à TV. Merci aussi aux téléspectateurs. Je me permets d'abord de vous souhaiter une excellente année 2025. Bien que M. Marajo ait annoncé que ce sera difficile, mais c'est dans les difficultés qu'on arrive peut-être à se dépasser, à transcender et peut-être à faire vraiment ce que l'on souhaite. Je le souhaite pour vous tous et pour moi-même et pour la ville du Marigot. Bien. Alors, M. Péraste, on va rentrer dans le vif du sujet parce que j'ai sollicité beaucoup de gens pour les émissions prochaines. Il n'y en a pas beaucoup qui veulent venir, hein. Je les sens un peu stressés, je les sens un peu tendus. Ils me parlent tous de la date du 21 janvier. Alors, j'ai essayé de me rappeler de ce que c'était le 21 janvier. Il semblerait que ça soit la date du procès du RPRAC et de Rodrigue Petitrou, entre autres. Vous, ça ne vous stresse pas trop, cette histoire de 21 janvier? Ça ne peut pas me stresser dans la mesure où ce sont des événements naturels qui arrivent. L'heure est arrivée peut-être que l'on discute sur la situation de ce président d'une association. Bon, eh bien, je regarde cela avec beaucoup de sérénité. C'est vrai que quand Eddy Marajo m'a invité à cette émission, je me suis dit, tiens, pour arriver au simple Joseph Péraste, c'est que peut-être qu'on n'a pas trouvé d'autres personnalités. Ah non, 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 vous étiez le numéro 1 sur la liste, et puis dites la vérité aux gens. Oui, ça fait au moins 5 fois que je vous invite. Tout à fait. Bon. Et je n'ai pas encore eu le courage de répondre, ou peut-être, je me suis dit finalement, il faut que je réponde parce que on a rendez-vous avec l'avenir, il faut affronter. On a surtout rendez-vous avec l'histoire. Surtout rendez-vous avec l'histoire. Mais surtout, je ne dirais pas affronter. Il y a des événements qui se passent en ce moment. Eh bien, chacun au niveau de nos responsabilités, nous devons les prendre, nous devons les assumer et puis dire ce qu'il y a à dire, donner notre point de vue sur les événements. Alors, les gens que j'interroge disent qu'on est rentré dans une période de turbulence, que ça va être dramatique, que les Martiniquais ont changé, qu'ils ne le comprennent pas. J'ai tenu à vous inviter parce que vous avez été témoin de périodes turbulentes. Oui. L'histoire de la Martinique est jalonnée de ces moments où la violence s'exacerbe. Et moi, je voudrais que vous puissiez raconter aux gens qui nous écoutent un petit épisode de la vie politique qui se mêle à des problématiques personnelles, voire aux faits divers. C'est un peu ça, hein? Oui. Il y a des gens qui me disent, mais Péraste. Mais Péraste, c'était camarade. Même Marigot, oui, il finit même Marigot, mais c'est camarade ancien maire Marigot. Michel Renard. Et les gens me disent, mais Renard a dit que Yoba écoute Razoué, que l'opposition écoute Razoué. Je dis non, c'est pas la vérité. Et vous allez nous raconter cet épisode. Oui. Alors le contexte, c'est, on est dans la vie politique martiniquaise où on règle ses problèmes à coups de rasoir, à coups de bec-mais. Alors le bec-mais, rappelons ce que c'est. Oui, tout à fait. C'est le bec d'un poisson. Un espadon. Un espadon, et qui a un bec de pratiquement 80 cm à 1 mètre, hein, en dents de scie. Et donc, les marins-pêcheurs, quand ils pêchaient ce type de poisson, ils sciaient donc la partie bec qu'ils conservaient pour donner à d'autres amis dans le cas où, dans le temps politique, on utilisait, n'est-ce pas, ça comme arme. Parce que le bec-mais, quand ça rentrait... ça ne sortait pas. Ça Ou sortait encore, pas quand ça sort, ça fait mal. Parce que quand on enlève, il y a les dents... Ah, mais c'est des dents de scie. Ouais. Et c'est double rangée de dents, hein, donc c'est pas évident. C'est une arme
Redoutable. Voilà, donc on règle ces problèmes-là. Donc on ne connaît plus ça aujourd'hui, c'est terminé. Oui. Bon, là, c'est d'autres armes. Mais il y a une altercation qui aboutit à une atteinte physique de Michel Renard. Alors, pour balayer le mythe, racontez-nous cet épisode. La vérité. Oui, je crois que vous êtes très bien informé, ou encore vous avez envie de faire les Marigoutins et les Martiniquais revivre cet instant. C'est pour comparer. Je pense que ça leur permettra de comparer justement Voilà. par rapport à aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Dans un certain temps, dans les années 70-80, vous savez, quand les gens allaient en politique, ils demandaient déjà à leur épouse, les hommes politiques, ils demandaient, ou encore des hommes, des citoyens lambda, demandaient à leur épouse de bien préparer la soupe du vendredi soir ou du samedi, parce qu'au soir, on manquait en conférence. Donc, le gars voulait bien dîner, bien manger, et il disait à sa femme, à plus tard, si jamais m'en virer. Voilà. Et ils allaient dans les conférences. Dans ce temps-là, il n'y avait pas les médias que nous avons aujourd'hui. Donc, c'était quelque chose d'extraordinaire. Les gens se rendaient à toutes les conférences. Et ce qui les retenait surtout, c'était l'expression des hommes. Vous avez des grands penseurs, des hommes très intello qui avaient un langage extraordinaire. Et les gars vous disaient, « Mankaïtan Bougmoyan, parlez ». Faut m'entendre ni parler. Il faut m'entendre ni parler. Et c'était extraordinaire. Et c'est ça qui peut-être animait un peu ses passions. Et Michel Renard, qui a été un très grand homme politique, un stratège, il a eu des différends avec pas mal de marigoutins parce qu'il a été élu maire quand même à 23 ans. Ouais, le plus jeune maire de France. Ouais. Et il y a de cela quand même 70-80 ans, c'est pas évident. Donc, quand il a été élu, d'ailleurs, Michel Renard, quand il a été élu, était un communiste. Il était communiste. Communiste. Il vendait le journal Justice. Oui. Et il était représentant syndical de l'usine du Lorrain. Ouais. Donc, et d'ailleurs, c'est après une de ces opérations et manifestations que l'usine du Lorrain a fermé. Donc c'était un gros militant. Il était capable d'arrêter une usine. Ce que je vous raconte, peut-être personne d'autre ne peut le raconter, dans la mesure où c'est une histoire que j'ai vécue avec mon père, ma mère et Michel Renard. Mon père, qui habitait Plateforme, vous savez, l'État avait décidé de réaliser la route nationale qui dessert maintenant tout le Nord. Et brutalement, mon père qui avait un commerce, ma mère tenait un bar, un restaurant, et mon père avait une station d'essence. Dans le temps, on manipulait les stations avec les bras. Là. Avec les pompes. Voilà, j'ai été élevé dans cela. Et comme on coupait la route, brusquement, la maison de mon père s'est trouvée sur un talus de plus de 25 mètres de haut. Parce qu'on a fait la tranchée. Et tous ceux qui vont au Lorrain se rendent compte qu'à Plateforme, il y a une maison qui surplombe le talus, c'est la maison de mon père. C'est là que j'ai été élevé. Donc, ce qui veut dire qu'il a perdu, lui, mon père, il a perdu tout ce qui était son business. Ouais. La station d'essence, la boutique, l'épicerie, le restaurant. Donc, il s'était adressé à Michel Renard pour que, dans le temps, on puisse voir si au Marigot, il pouvait être dédommagé et obtenir un terrain pour se réinstaller. Et comme mon père était socialiste SFIO, ça n'allait pas... Pas tout à fait avec le clan Michel Renard. Alors que mon père a été l'homme qui a conduit Michel Renard à son mariage dans le temps, parce qu'il fallait un notable, parce que mon père a été un notable, c'est vrai. Donc, pour accompagner le maire, c'est lui qui avait conduit Michel Renard à son mariage. Ils étaient très proches. Entre-temps, il s'est passé l'eau a coulé sous les ponts et Michel Renard est devenu RPR. Il est passé de communiste à droite. Oui, ce que mon père n'a pas su faire. Et c'est là où je parle de stratège. Ouais. Bon, donc, à ce moment, mon père écrit à Michel Renard, un vieil ami, il dit « Michel, bon, il faut me trouver un terrain, etc. » Et Michel Renard, dans le temps, la position politique des hommes, c'était cela. Il a donc fonctionné en tant que RPR et il a refusé d'accompagner mon père dans ses démarches. Mon père était un téméraire, c'était un guerrier. Il a dit, bon, il ne l'accepte pas, il ne s'accepte pas ça. Et il est allé voir un homme dans le temps qui était tout aussi fort et que l'on appelait le docteur Véry, qui était député. Voilà. Député socialiste. Député socialiste. Oui, docteur Véry. Et c'était un ami comme ça, mon père. Donc, mon père est allé voir, parce qu'il y avait le député Véry, mais qui était professionnellement avocat. D'accord.
Donc, il a voulu défendre mon père dans ses investigations. Ce qui fait qu'il y a eu une lutte terrible entre mon père et Michel Renard. Et mon père, entre guillemets, il est décédé, je respecte beaucoup son âme, mais il était en quelque part un petit peu voyou. Et ce qu'on aime avec vous, c'est le côté absence de langue de bois. Vous dites votre père était un peu voyou. Ah oui, oui, oui. Alors racontez-nous cet épisode. Mais il nous le disait, parce que je l'ai vu faire des choses. Donc, je n'avais que 12 ou 14 ans à cette époque. Donc, il est allé un matin chez Michel Renard, au bout du Marigot, et défoncer sa porte et l'attaquer directement pour lui dire qu'il le descend. Non, attendez. Allez, on fait un petit truc, on fait un petit retour. On est en 2025. Vous vous rendez compte de ce que vous venez de nous dire? Oui, oui, oui. Alors, il y a des gens qui emploient le mot attaque, vous vous rappelez? Bon, eh bien là, on est dans les années 70-80. Ouais. Et là, il y a un adversaire politique qui rentre chez Michel Renard. Et qui l'attaque. Oui, au bout du Marigot. Michel Renard habitait le bourg, le centre-bourg, face à l'école du bourg. Là. Donc, mon père est allé et il a dit non, il faut que Michel accepte ce que je lui demande. Sinon, ma cabaye en raclée. Oui. Et alors, il a frappé, Michel le voit, et mon père l'a agressé. Michel Renard a lâché le chien. Il avait un gros berger allemand qu'il a lâché contre mon père. Et alors, je me lève un matin. Ce que je vous dis, c'est fondamental. Ça me fait mal de le dire, mais j'ai juré de dire la vérité. Allons dire aux gens la vérité. Et mon père, je vois qu'un matin, je me lève et il prend ce qu'on appelle un fil barbelé. Un fil barbelé? Oui, oui, qui a les épines là pour que les bœufs ne puissent pas. Et il se flagelle avec ça, mon père, à la jambe. Il se déchire la chair avec ça. Ouais. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Il m'a dit, écoute, Michel a lâché les chiens. Je vais aller chez le docteur parce qu'il faut que l'on me fasse un certificat médical comme quand j'ai été attaqué et agressé par le chien de Michel Renard. Le chien ne l'avait pas mordu suffisamment. C'est peut-être. Et alors, il est allé, il a obtenu son arrêt maladie et tout. Et puis, ça a traîné avec eux. Et d'ailleurs, je me rappelle une fois qu'ils se sont rencontrés à la BNP à Fort-de-France. Ils faisaient la queue pour des opérations parce qu'il n'y avait pas de banque partout. Il fallait se rendre sur Fort-de-France. Et mon père qui voit Michel Renard, il dit, tiens, il va profiter pour l'attaquer à la banque. Et il l'a bousculé. Et Renard il dit, qu'est-ce qui se passe, monsieur Perrin? Mon père, il frappe et tout. Et à ce moment, les policiers interviennent et eux, ils ne font pas la distinction entre le maire et un lambda. Tous les deux, en tôle. Ils ont pris le maire et mon père. Tous les deux en tôle. Voilà. Et mon père, qui depuis Fort-de-France appelle ma mère, il lui dit, je ne vais pas monter aujourd'hui parce que je suis en prison avec Michel Renard. Donc, vous dire un peu les événements. Alors, pour arriver à ce fait, finalement, donc ils ont eu beaucoup de guerres et Renard, depuis, s'est dit, il faut qu'il soit armé. Et depuis, il portait un pistolet. Il avait donc son revolver sur lui en permanence. Alors, maintenant, je pense qu'il a dû obtenir des autorisations parce qu'il était maire. Il nous a dit, je l'ai interviewé, il nous a dit, d'ailleurs, il a sorti en plateau ce qui est un Magnum, un Smith & Wesson, un Magnum 357, donc un revolver ultra puissant. Et il nous a rappelé que c'était suite à son agression, donc l'agression que nous allez nous raconter, que Jacques Chirac lui avait donné un port d'armes et cette arme. Oui, tout à fait. Un président de la République. Oui, tout à fait. Et aussi Charles Pasqua. Parce que je me rappelle une fois... À l'époque, Chirac n'était pas encore président de la République, mais il était Premier ministre. Parce que je me rappelle une fois, alors que j'étais élu avec Michel Renard, il me considérait beaucoup, on va apprendre cela, et il m'avait emmené dans sa salle d'armes, en bas de la maison, au sous-sol, et il m'a montré donc ce Magnum qui lui avait été offert par Charles Pasqua, du temps où il était ministre de l'Intérieur, ou de la ministre de l'Intérieur. Donc, les scènes se déroulent. Mon père, donc, qui appelle ma mère pour lui dire « Ah, on est tous les deux en prison, là, Renard, ça y est. » Bon, le temps passe. Et alors, donc, il y a ce climat au Marigot. Et à chaque fois que Renard subissait une agression de la part soit de mon père ou d'autres amis politiques, M. Maréchal, enfin, il y en avait plein, d'hommes qui s'étaient opposés. D'ailleurs, il y a eu à ce moment 2 équipes de sport au Marigot. C'était le Dynamic Club de Michel Renard et l'élan des opposants en la personne d'un monsieur qui s'appelait M. Théosier, qui était enseignant, donc, et du côté de mon père. Il faut que les gens qui nous écoutent, notamment les plus jeunes, se mettent dans la tête que les tensions politiques et,
je dirais, périphériques à la politique ont toujours existé. Existé. Alors, vous allez nous donner la quintessence même de ces violences. Personne ne pourra réfuter ce que je vais dire aujourd'hui, puisque Allez-y. je l'ai vécu. Et j'ai fait des choses aussi extraordinaires avec Michel Ouanna. Donc, vous dire On ne que... va pas tout raconter, parce que sinon, là... Alors, ce qui se passe, c'est qu'à ce moment, donc, Michel Ouanna est armé. Et à chaque fois qu'il est agressé, la sirène, il appelle sa population. À venir le défendre. Ah oui. Et les gens descendent. Bâtons, tout ce qu'il faut, parce que Michel Ouanna est agressé. Ils avaient leur code. D'accord. La sirène, tout de suite. Donc, ça se passait ainsi. Et finalement, Michel Ouanna s'est entouré d'un certain nombre d'individus qui sont devenus leurs gardes du corps. Il y avait un nom spécial. C'est soit des tontons macoutes, ou encore Les dogs. les On dogs disait du des maire, dogs. les dogs du maire. Ouais. Et dans la série de ces dogs, il y avait un homme qui est celui qui l'a agressé, parce que Michel Ouanna payait ses hommes pour sa sécurité, ce qui est tout à fait normal. Ouais. Et un jour, donc, alors qu'il avait dans le temps ce qu'on appelle une quincaillerie dans le quartier dominant au Marigot, les Marigotins vont se rappeler, d'ailleurs cette quincaillerie est encore là, mais abandonnée. Donc il y avait une quincaillerie au Marigot qui était propriété de Michel Ouanna. Donc il montait chaque soir, voir un peu son personnel, discuter des résultats de sa quincaillerie, et il avait en ce temps-là une déesse, citoyenne déesse. Il était donc assis devant. Son chauffeur, M. Fleural-André, donc, était au volant, et Ouanna est en train de causer. Et brusquement, l'un des hommes surgit et il lui dit « Michel, moi besoin. Michel Ouanna dit Fleural, dégage. Il démarre, mais il est trop tard. Le gars a eu le temps de lui passer quelques coups de rasoir. Enfin, quelques coups. 17 coups de rasoir. Après, à l'hôpital, on a su 17 coups. Ouais. 17 coups, Donc, y compris au niveau du sexe, y compris au niveau du cœur. Donc, c'est bien son garde du corps. Oui. Donc, rétablissons la vérité pour tous les gens qui Mais cherchent. la vérité, je vais vous dire mieux. Ce garde du corps, par la suite, j'ai su que c'était un demi-frère de mon père. Donc, moi, je ne peux pas mentir à la personne. Il s'appelait André Bragance. Ouais. Demi-frère de mon père. Donc, il a tailladé le maire du Marigot. Et on a su après que c'était pour un problème financier. C'est-à-dire qu'il s'approchait de son maître, de son chef, pour lui dire « il faut payer moins au cadeau en monnaie ». Et comme Renard avait un petit air assez expéditif, donc il lui a dit non. Et le gars, ça y est, il l'a tailladé. Donc tout de suite, le chauffeur a démarré, etc. Et dans le temps, il n'y avait pas l'évacuation en hélicoptère. Donc il fallait filer sur Fort-de-France, du sang dans la voiture, etc. Ouais. C'est comme ça que ça s'est passé, au quartier dominant, exactement à côté de la quincaillerie dont possédait Michel Ouanna. Donc, moi, j'ai tenu à ce qu'on fasse ce petit rappel historique pour dire aux gens, la Martinique n'a pas basculé soudainement dans la violence. Il y a toujours eu de la violence. Ah, mais il y a des gens qui allaient en conférence, c'était pour la violence. Ouais. Tout le monde partait avec son petit rasoir plié dans un mouchoir. Et on disait même que les gens qui assistaient à ces campagnes électorales avaient des mouchoirs qui blessaient. Voilà. Alors, on ne va pas tout rappeler. Oui. On va juste rappeler que Michel Ouanna descendait à Fort-de-France pour affronter Aimé Césaire. Oui. Ça se passe en 1978. Et qu'à cette occasion, il y a eu un mort. Et qu'à cette occasion, Monsieur Jalta, et qu'à cette occasion, Michel Ouanna est descendu avec un certain nombre de moyens, on va dire, notamment des karatékas. Et des bus avec des nunchakus, avec des conseillers israéliens. Enfin bon, c'est ça la Martinique. Oui, tout à fait. Alors revenons à la réalité d'aujourd'hui. On n'entend pas dire qu'il y a des coups de rasoir dans les conférences, mais il y a une tension palpable sur le plan politique. Est-ce que les maires ont peur du RPRAC? Alors, bon, j'ai pensé qu'il fallait qu'on arrive à ce stade alors que c'est un homme que je respecte et je ne voulais pas exposer. Est-ce qu'on a peur? Peut-être oui, je ne sais pas comment les gens habitent leurs émotions. Parce qu'on a quand même senti une espèce de reculade assez brutale d'un certain nombre de maires qui ont dit « Oui, mon pays pas, les baïtas, etc. » Alors, moi, je pense que les maires, est-ce qu'ils ont eu l'occasion de s'exprimer? Je dirais que non. Il y en a qui ont reçu des représentants du RPRAC, qui ont commencé un dialogue plutôt pacifique
il y en a qui prennent l'initiative. Globalement, vous sentez la chose comment, vous? Moi, je me dis qu'il y a des choses à rattraper. Quoi, parce qu'il y a eu certainement, soit parce que le Airpoac est surpris de son succès, parce que peut-être il ne s'y attendait pas, ou soit peut-être que l'organisation elle-même n'était pas assez bien préparée. Mais je me dis, et je l'ai dit à certaines personnes qui sont même assez proches de lui, je lui ai dit, écoutez, le Airpoac, il veut avoir l'avis des maires. Mais pourquoi s'adresser au président de l'association des maires? Pourquoi ne pas s'adresser directement au maire? C'est ce qu'ils ont fait, hein? Ah non, personne ne m'a jamais... Pas vous, mais il y a certains maires qui ont... Peut-être parce que mon trop faible, mon trop petit, tout ça, petit même Marigot. Le message est passé ce soir. Mais non, le maire du Marigot est ouvert à la discussion. Si, très ouvert. Ouais. Parce que je ne crois pas, sincèrement, qu'en Martinique, aujourd'hui, il y ait un maire qui soit contre l'action menée par l'Airpoac. C'est-à-dire le problème de la vie chère. Ouais. Tous, nous sommes d'accord à ce que ce problème, il fallait qu'il soit soulevé. Et comme il l'a fait, d'accord. Mais le problème qui empêche que peut-être nous, maires, déjà moi, en tant que maire, que j'évolue dans son sens, c'est que je ne l'entends pas dire quand il y a les manifestations de voitures qu'on brûle, d'attaques de ceci, de cela, qu'ils disent... il ne faut pas qu'ils disent « je ne suis pas dedans », il ne faut pas qu'ils disent « ce n'est pas mon groupe ». Il faut que cette association dénonce cet aspect en disant que je dénonce ces actes de vandalisme, etc. Qu'est-ce que les gens du Marigot pensent de ça? Et ils pensent comme je le pense. Alors, il y a deux idées, on est d'accord. Il y a d'abord une cause qui est louable. Elle est louable. Il n'y a pas un maire, je le dis au nom peut-être de tous les maires, sans même les contre. Je ne pense pas qu'il y ait un maire qui soit contre cet acte. Voilà, ça c'est la cause de la vie chère. Puisqu'il a fait peut-être avant nous ce que nous aurions dû faire. Oui, sur ça, vous avez un train de retard. Mais le tout, c'est la méthode. D'accord. Et puis, il y a les violences, les exactions, etc. Bon. Mais revenons sur les exactions. Oui. Ça a été assez généralisé, hein. Il y en a eu partout. Est-ce qu'il y en a eu au Marigot? Pour le moment, non. Ouais. On a eu à Sainte-Marie, on a eu au Lorrain. Vous êtes entouré? Oui. Bon. Mais qu'est-ce que ça traduit, selon vous? Parce qu'on a tendance à balayer ça de revers de main, dire « ouais, c'est des sauvages, c'est des voyous ». Mais il y a quand même quelque chose. Je veux dire, on a vu qu'en Martinique, il y a déjà eu ça. En 1959, il y a eu des émeutes, il y a 75 maisons qui ont brûlé à Fort-de-France, donc il y a déjà eu ça. Mais là, on sent qu'il y a quelque chose qui boue, comme si ils mettaient ça, les trois roches, en l'air diffé, et puis ils cabouillent. Qu'est-ce que les gens du Marigot pensent de ça? Disons que je circule à travers le bout et j'essaie même, soit au niveau de mon personnel ou au niveau de la population, d'avoir leur sentiment. C'est pour ça que je vais vous inviter, parce qu'il y a des maires en Martinique, ils n'ont pas le temps de voir tout le monde, tandis que vous, il y a 3000 habitants, donc sur 6 ans, vous avez le temps de voir quasiment tout le monde. En plus, Joseph Ferras, je ne sais pas si je suis le seul, parce que les problèmes des autres maires, ce n'est pas mon problème. Leur fonctionnement, ce n'est pas mon affaire. Chaque maire fonctionne comme il l'entend, comme il veut. Parce qu'il est élu par une population, il doit faire attention à cette population. Je suis en mairie tous les jours, depuis 10 ans. Tous les jours. J'ai 2 jours de réception, mardi et jeudi, mais en fin de compte, je reçois tous les jours. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent chez vous? Jamais. Ils vous respectent. J'habite Saint-Jacques aussi, sur le territoire de Sainte-Marie. Vous avez franchi la frontière. Ah mais oui, écoute, donc, je pense que c'est peut-être là la source de ma tranquillité. Mais j'habite à Saint-Jacques-Sainte-Marie. Je le dis pourquoi? Parce qu'ils m'ont élu comme ça. Hein. Vous étiez déjà... Ah, écoute, sans quoi j'aurais pu être candidat à Sainte-Marie, puisque j'ai été président de la Samaritaine. Il faut faire attention, Nestor ne va pas. Nestor, nous sommes très bien, il n'y a aucun problème. Et il comprend bien ce que je dis. Les gens, vous les recevez, vous les écoutez, et ils vous disent quoi de la situation? Eh bien, il y en a qui me disent, qui sont à fond avec Airpoac. Et je leur dis, il faut faire attention au langage qu'on utilise. Oui, on partage le point de vue du Airpoac, mais il y a des choses qu'on ne peut pas partager. C'est-à-dire que vos frères et sœurs se trouvent dans des situations difficiles parce que quand on brûle un hypermarché, on pense qu'on a fait du tort à ce propriétaire d'hypermarché, mais pas du tout. Puisque la boîte de sardines dans cet hypermarché est assurée. Tout est assuré. Donc les propriétaires s'en foutent, que vous brûlez ou pas. Mais pas les emplois. Et les emplois, ce n'est pas des béquets. Les emplois, c'est des frères et sœurs.
Martiniquais, Antillais, Guyanais, des Noirs. Donc c'est là qu'il y a une réflexion à mener. Parce qu'on pense qu'on fait du mal, on fait du tort à l'autre, alors que non. Pour côtoyer un peu ce monde, je dis que non. Puisque, en fin de compte, et même nous, Martiniquais, Noirs, quand nous investissons, parce qu'il n'y a pas que des béquets qui ont des hypermarchés, il y a des hypermarchés qui sont détenus par des Martiniquais, Noirs, Antillais, de couleur. Donc, eux aussi, ils souffrent de ces affaires-là. Joseph, Oui. on va faire une petite pause. C'est un peu la tradition. Et on revient dans quelques minutes. À tout de suite. Oui. Merci de votre fidélité. Merci d'être avec nous. Là, c'est une tranche de vie de la réalité martiniquaise que nous sommes en train de partager avec quelqu'un qui est au cœur de ce pays, Joseph Perras, le maire du Marigot. Oui. Joseph Perras, alors, il y a quand même un mot qui revient inlassablement dès que l'autre commence à chauffer ici, c'est béquet. Oui. OK. Globalement, si on écoute certains, les béquets sont responsables de la vie chère. OK, c'est le raccourci. Et par extension, peut-être que les béquets sont responsables de tout. Vous qui les connaissez, vous qui les fréquentez, vous qui habitez un territoire qui est un territoire agricole, essentiellement agricole, on est d'accord, le Marigot, Oui. qu'est-ce que vous pensez de cette mise en accusation récurrente, structurelle des béquets? Je dirais à la limite que j'ai l'impression que c'est presque fini. Non, c'est vrai. Pourquoi? Parce que j'ai vu, en écoutant un peu les réseaux sociaux, d'ailleurs, j'ai un ami, M. Rémi Juvénal, qui m'envoie des fois quelques films, quelques vidéos. Ouais. Et il m'a envoyé une vidéo où une certaine dame du RPAC s'exprimait. Et que la dame attaquait un peu cette partie de secte, les francs-maçons. Bon, j'ai écouté, j'ai entendu, je me suis dit, mais mon Dieu, après les béquets, ce sera nous. Parce que parmi nous serons les futurs béquets de parmi demain. les francs-maçons, il n'y a pas beaucoup de béquets. Hein? Mais non. Donc ce sera nous serons les futurs béquets de demain. Donc c'est pourquoi... En fait, il y aura toujours un béquet, en fait. Voilà. Et je me permets de dire que j'ai l'impression que pour les béquets, leur calvaire touche à sa fin. Dieu merci. C'est terrible ce que vous êtes en train de dire là. Oui. En fait, les béquets, bon, finalement, on va les oublier, c'est ça? Et puis après, on va passer aux mulâtres. Aux mulâtres, on va passer aux maires. On est passé d'abord aux maires. Ah oui, les maires. Ah oui, les maires. Les maires, Et puis les francs-maçons, bon. peut-être les associations. Je commence même à dire à certains de mes amis, attention, après-demain, c'est les autres, les béquets, c'est nous, c'est moi, c'est où, c'est... Parce que c'est ceux qui seront peut-être des possédants, qui ont des moyens financiers. Ouais. Donc, et c'est pourquoi je dis, il est temps que peut-être on essaye de revoir ce qui se passe en ce moment. C'est vrai que le geste que le RPAC a fait, c'est pour moi un geste extraordinaire. Il le fallait. Je dis que la mission, elle est noble. Ouais. Mais ce que je souhaiterais, et je demanderai même à ce qu'ils puissent me demander une audience au Marigot, je vais les recevoir, je vais même inviter la population à échanger avec eux. Car c'est de la communication, de l'échange que devra jaillir la vérité, que devra jaillir peut-être les dispositions à venir. Ouais. Donc pour dire quoi? Eh bien simplement que, voilà, ils présentent les choses et puis c'est à la population d'apprécier. Moi, je ne suis pas là pour leur donner des orientations, je ne suis pas Dieu. Ce sont eux qui ont fait de moi maire. Ouais. Et je devrais à tout moment les consulter. Si je prends une position, demain ou après-demain, c'est après consultation de mon électorat. Mais c'est très important. Tout ça est et je disais donc que en métropole, ils ont fait un mouvement, tous les Antillais, Réunionnais, Martiniquais, il y avait plus de 15-20 000 personnes, peut-être près de 50 ou 60 000. Il n'y a pas eu un incident. Ouais. Pas un incident. J'ai regardé à la télé, on avait des banderoles, des trucs pour protéger, pour que les voitures ne soient pas écorchées, service d'ordre. On est entré dans aucun bureau du gouvernement et le R a été entendu. Et tout s'est bien passé. Pourquoi en Martinique, quand cette même association mène des actions, il faut qu'il y ait des actes de vandalisme à côté? Eh bien, c'est simplement, je dis, que le jour où j'aurai à recevoir cette association, je leur dirai, prenez avec moi l'engagement de dire que nous dénonçons
ensemble, Ouais. ces actes de vandalisme. Et là, le maire de Marigot vous accompagne jusqu'au bout. Alors, on était sur les béquets, n'oubliez pas ça. Oui, les béquets. Oui. Qu'est-ce qui a manqué dans la communication béquet pour que les choses soient vécues différemment? Alors, tout à l'heure, vous avez dit, nous, on a loupé quelque chose, nous, les maires, Oui. sur la vie chère. Oui. Nous aurions dû nous emparer du sujet très tôt. Est-ce que vous partagez l'idée qui commence à émerger que les béquets devraient s'intéresser davantage, s'impliquer davantage, en tout cas le dire, parce qu'ils le font déjà, que les problématiques martiniquaises, parce qu'ils sont des Martiniquais, les intéressent? Alors, l'eau, Oui. les sargasses, Oui. tout ce qui va toucher à la vie chère, bien évidemment, les déchets, etc. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils sont un peu à côté. Ils sont un peu à côté parce que je pense qu'à leur place, j'aurais eu peur. Donc, s'ils ont peur, ils ne peuvent pas faire le premier pas. Ouais. Par contre, je suis prêt à voir s'il y a une possibilité de remettre les choses à plat, de se mettre autour de la table. Parce qu'à un certain moment, le RPA a quand même demandé à ce que toutes ces réunions soient publiques. Mais pourquoi n'a-t-on pas accepté? Si nous, tout cas, dit la vérité, on nous dit devant le peuple. Moi, je suis pour que cela se passe. J'ai rencontré une dame hier soir dans un événement à Sainte-Marie qui m'a dit « La vérité n'y en celle chimère ». C'est bien ça l'idée. Oui. C'est que ce n'est pas la peine de louvoyer. Oui, ensemble. Soit vous appréciez ce que je dis, soit vous n'appréciez pas. Et si peut-être dans ce que je dis, j'ai tort, je devrais reconnaître. Il y a une place pour le dialogue dans ce pays. Je pense qu'il existe encore la place pour le dialogue. Mais pour qu'il y ait cette place pour le dialogue, il faut que toutes les parties se disent, écoutez, on remet les choses à plat, on essaye d'être un peu plus serein, parce qu'il faut de la sérénité en ce début de 2025. Sans quoi, 2025 sera une année très dure. Alors, je le dis, il faut peut-être que l'on mette les choses à plat. Tout le monde dit ça. Tout le monde dit ça. Oui, oui. Alors, on va expliquer pourquoi, selon nous, vous et moi, oui. Ça va être un peu chaud, en dehors des événements peut-être du mois de janvier. Tout le monde est saisi sur ça, d'ailleurs, ça me fait sourire. L'année 2025 est une année préélectorale. Et après, on est parti dans une course effrénée à la conservation ou à la conquête du pouvoir, disons ça. Oui. 2026, ce sont les élections municipales. Municipales, en mars. Alors, les gens disent, ouais, mais municipales. Attention, attention. Les municipales sont couplées avec l'élection après les municipales des patrons des communautés d'agglomération. Oui. Et vous êtes concerné, vous savez ça? Oui, puisque je suis membre de la communauté d'agglomération du Nord. De Cap-Nord. Oui. Bon. Après 2027, ça va être les présidentielles et à nouveau des législatives, sauf si au mois de juin ou au mois de juillet plutôt 2025, il y a une dissolution de l'Assemblée. Et puis en 2028, il y a la CTM. Oui. Donc dans la tête du personnel politique martiniquais et de tous ceux qui veulent faire partie de la famille, il y a ces 3 années qui viennent. Donc 2025, ça va être une année de combat. Je vous ai dit difficile. Tout bon. À fait. Qu'est-ce que vous pensez d'une possible irruption du RPRAC? Tout le monde parle de ça. Alors peut-être qu'ils ne sont pas au courant, mais tout le monde parle de ça dans les officines au moment des élections municipales. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Et qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi, je dis qu'on n'est pas des innocents. Dès le départ, c'était un peu déjà dans leurs intentions. C'est peut-être une méthode qu'ils ont eue qui n'est pas la méthode habituelle de nous, hommes politiques, déjà dans les mairies, etc. Mais je pense que dès le départ, puisque je crois savoir que l'une d'entre elles a été candidate aux législatives. Donc, dès le départ, ça sent quand même la politique, ça sent quand même les perspectives. Mais je dis que c'est de leur droit. Je dirais même, à la limite, il faut qu'ils soient candidats dans toutes les communes. Donc, quand on entend des maires, parce que, bon, allez, on va... C'est la démocratie. Ouais, allons arrêter la langue de bois, entre guillemets, sur ce sujet-là. Oui. Quand on entend des maires dire, oh, mon Dieu, laissez-moi si t'as qu'à débattre, peut-être que nous ne pouvons pas chez nous qu'à aller. Vous pensez qu'il y a un vrai danger pour le personnel politique classique? Pas du tout.
il y a simplement une vérité qui va tomber. Ouais. Et puis les maires qui ne sont pas bons, qui ne sont pas reconnus, y compris moi, hein, ça arrive. Ouais. Si les maires ne sont pas reconnus par leur population, eh bien que d'autres viennent. Par contre, que d'autres viennent. Là, attention. Parce que je me rappelle, quand on avait nommé M. Macron président de la République, tout le monde disait, voilà, un jeune président, 30 et quelques années. Ouais. Et aujourd'hui, on voit la catastrophe au niveau de la France. Ouais. Est-ce que essayer les jeunes, c'est toujours une bonne chose? Écoute. On va voir ça, on va voir ça. Mais oui. Ouais. Est-ce Mais bon, que, parce allons- qu'on a essayé, hein, Ouais. et aujourd'hui, il est dans les sondages au plus bas. Oui, tout à Donc, fait. et pourtant, il est un jeune président Oui, de la République. en sachant qu'il ne peut plus se représenter. Donc c'est On- pourquoi on- je dis on que ceux qui achève veulent bien, venir, ouais. qu'ils viennent. Moi, je serais tout à fait d'accord qu'il y ait au Marigot un Airpac ou 2 ou 3 qui soient candidats. C'est le peuple qui décide. Alors, allons C'est faire- la population qui fait de nous maires. De toute façon, on est en démocratie Oui, et c'est le peuple qui va décider. Allons faire un petit bilan quand même. oui. Alors, 5 années se sont écoulées. Il reste que... Alors, les élections, on ne sait pas encore si ce sera en mars ou en juin, parce qu'il y a des maires qui ont été élus après, Oui. à cause du Covid. On verra. De toute façon, ce sera en 2026. Allons faire un petit bilan. La situation... Alors, il y a des gens qui disent que la situation économique des villes se redresse. Oui, même eh ben, L'Agence française de développement. il y a l'Agence française de développement, mais il y a aussi eh bien, l'organisme de sanctions, là, La Cour. la Cour, la Chambre régionale des comptes, Ouais. l'a annoncé aussi. Hein. Il Tout a à dit fait. bon, que Bon. ça y est, les situations. D'ailleurs, c'est le cas chez moi. Il y a 2 Ah ouais, ans. le Marigot. Il y a 2 ans, j'étais sous le contrôle de la Chambre régionale des comptes. On m'avait donné 4 ans, j'ai fait le redressement en 1 an et demi. Bon. Donc, pour vous dire. Félicitations. Ah si, Mais parce tout le que- monde n'est pas dans le même cas, on est bien d'accord. Évidemment. Bon, alors, évidemment, on n'ouvre pas les tiroirs. Alors, nous, on a été regarder si dans les tiroirs, il n'y avait pas des choses. Les sommes dues par les collectivités locales, toutes les collectivités locales, hein, y compris la CTM et les communautés d'agglomération, aux entreprises martiniquaises et aux associations martiniquaises, ces sommes sont estimées aujourd'hui, alors les chiffres varient, alors comme il y a des factures dans les tiroirs que personne ne veut remonter, Ouais. nous on estime ça à 3 milliards d'euros. C'est considérable. Oui. On n'en parle jamais. Il faut au moins que la Chambre régionale des comptes ait le courage de dénoncer, puisque moi, j'ai fait l'objet. Et ça a été publié. J'ai réagi. Comment- Parce que nous avons d'autres maires Comment- qui se trouvent dans la situation. Comment on peut expliquer que les collectivités locales ne payent pas les entreprises? Donnez-nous votre explication. Alors, on ne paye pas quand on n'a pas les moyens. Mais pourquoi on Mais commande voilà, des travaux maintenant, il faut alors qu'on n'a pas les moyens? Maintenant, il ne faut pas entreprendre des travaux. D'ailleurs, j'ai fait l'objet de ces critiques pendant les 2 années Ouais. de difficultés. On a dit, Péras, il vient de Marou, mais il ne va pas faire rien, il ne va pas faire rien. Ouais. Mais on ne peut pas faire rien, bah, rien. Sous panier l'argent, on peut pas faire La rien. commune est en difficulté. Je ne vais pas lancer des opérations qui vont encore enfoncer la collectivité. Et c'est bien ce que j'ai fait. J'ai pris des mesures, je ne dirais pas draconiennes, mais j'ai pris des mesures réfléchies. C'est-à-dire, non, pas de recrutement nouveau. Deuxièmement, départ à la retraite à la date prévue, la date fixée, la date arrivée. Au Que revoir. vous le voulez ou non, vous partez à la retraite. Négociation avec les syndicats en leur présentant carte blanche, etc. Et cela s'est passé correctement. Donc ça, c'est Et pour le pourtant- personnel. Et pourtant, sans augmentation d'impôts. Ça Ouais. fait aujourd'hui 10 ans que je suis maire de la ville du Marigot, 10 ans que la ville du Marigot n'a jamais voté une augmentation d'impôts. Or, pourtant, il y a des choses qui se passent et qui se réalisent sur la ville, et de belles choses. Mais simplement parce qu'il faut agir dans les domaines que vous précise la Chambre. La Chambre des comptes vous donne toutes les orientations. Mais il y en a qui ne plaisent pas à certains maires parce ben oui. qu'on est impopulaire. Et puis, il faut préparer les élections. Donc, recruter... Mais moi, j'ai fait ce qui m'a été demandé Ouais. et j'ai réussi. Et je souhaite que les maires qui se trouvent dans cette situation, qu'ils aient le courage peut-être de le faire, mais il faut agir dans le sens de la Chambre régionale des comptes. Car on a beau dire ce qu'on veut, même si c'est l'État, c'est tout ce qu'on veut, mais ils sont là pour nous accompagner et nous conseiller. Quand vous entendez que le mardi après-midi, au tribunal de commerce, les magistrats sont obligés de liquider
souvent à la demande des entreprises Oui. ou à la demande des créanciers, l'IOCOM, la sécurité sociale, etc., des entreprises qui n'ont pas les moyens de poursuivre et que ces entreprises invoquent le fait que des collectivités ne les payent pas. Ce n'est pas le Marigot. Marigot paye à 30 Oui, non, mais jours. on a bien Marigot compris. paye à 30 jours. On a compris que... Aucune entreprise ne peut, je le mets en défi, Ouais. aucune entreprise aujourd'hui ne peut dire que le Marigot ne paye pas dans les temps. Des associations sont liquidées parce que des subventions qu'elles avaient l'habitude... Chez moi, les associations reçoivent des subventions. J'ai voté en 2024 25 000 euros de subventions pour une quinzaine ou une vingtaine d'associations déclarées, hein, je parle, et qui sollicitent la collectivité. J'ai répondu à toutes. Par contre, et d'ailleurs, tout à l'heure, dans 1 heure ou 1 heure et demie, je présente les vœux aux associations de la ville du Marigot. Eh bien, il y en a qui ne perçoivent pas. Pourquoi? Parce que l'État, maintenant, a pris des dispositions draconiennes et exige du maire que les associations présentent bilan, tout ce qu'il faut, avant de débloquer les fonds. Donc, moi, je passe commande. Je dis au percepteur qu'il faut payer à telle association tant, et après j'apprends que ça n'a pas été possible pour une ou deux parce que les dossiers étaient incomplets. Alors là, vous comprenez bien que le maire n'est pas responsable. Ouais, donc, c'est au président d'association, et j'ai même mis à la disposition des associations de chez moi une cellule communale pour les assister et les aider à monter leur dossier. Alors, dans la réalité de la Martinique, il y a des problématiques majeures. Il y en a 2 en particulier qu'on voit s'étendre dans les communes rurales. C'est la drogue et la prostitution. Alors moi, j'ai fait ma petite enquête. Il y a aujourd'hui dans les communes rurales de la Martinique, notamment dans le Nord Atlantique, des jeunes femmes qui, privées de travail, donc globalement privées de ressources, ça donne à la prostitution. Vous avez entendu parler de ça? Entendu parler, mais le Marigot n'y est pas du tout. Interrogez la gendarmerie. Le paradis sur terre, c'est le Marigot. Oui, parce que le maire est vigilant. Oui, mais vous n'habitez pas le Marigot, vous entendez vos collègues vous dire à quoi ils sont confrontés. Ils sont confrontés, mais... Allons parler de ça quand même, Joseph. Je ne dis pas que le problème n'existe pas. Hein. Oui. J'ai dit au Marigot. Oui, je sais que vous voulez. J'échange. Vous avez mis une frontière au Marigot. Oui, j'échange avec la gendarmerie. D'ailleurs, moi, je vous le dis, j'ai demandé aux gendarmes de faire des tours à partir de 21h, mais régulièrement au Marigot. Et vous savez, quand ces gens, ces jeunes, ils voient que les gendarmes, ne serait-ce que font le tour, hein, ils se tirent et ils se tiennent bien. Mais allons aborder un sujet dont personne ne parle. La prostitution des jeunes martiniquaises dans les communes rurales, dans les campagnes. C'est quelque chose qui est en train de monter. Okay? Peut-être vrai, oui. Oui, mais vous avez entendu parler de ça, vous dites que c'est peut-être vrai. L'usage de la drogue dans les campagnes, ça, c'est en lien avec... Et surtout les jeunes, d'ailleurs. Oui, mais c'est en lien avec la paupérisation des zones rurales. C'est une menace sur la Martinique, considérable, parce que le discours ambiant, c'est la Martinique plaque tournante de la réexportation de drogue, on va dire ça comme ça, mais en local, ça existe aussi. Et c'est en train de gangréner la société martiniquaise. Donc, quand on additionne prostitution, drogue, absence de travail, départ massif de la Martinique, plus vie chère, la vie chère, etc., la désertification, les déserts médicaux. Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est ces fameuses zones rurales qui sont quand même à la base de la Martinique. Vous êtes optimiste? En ce moment, est-ce qu'on peut être optimiste en Martinique, sur quel que soit le sujet? On est début de l'année, allons quand même passer. Pour le début de l'année, je vais souhaiter qu'il y ait de l'optimisme, mais il n'est pas dit qu'on y arrivera. Mais est-ce que vous prenez par la main les services de l'État, par exemple, en leur disant « Venez voir ce qui se passe dans les communes rurales, notamment du nord de la Martinique. Venez voir ». Ça, je le fais, mais à mon simple, humble niveau. Puisque vous savez, M. Marajo, je ne suis que maire du Marigot. Je ne suis pas à la CTM, je ne suis pas député, je ne suis pas sénateur. Non, mais Joseph, les gens vous écoutent. Moi, je vous vois, chaque fois que je vais
dans les cénacles où il y a du pouvoir, la première personne que je vois, c'est Joseph Pérast. Il essaye de s'introduire dans ce pouvoir. Mais vous leur parlez. Je leur parle, oui, mais il ne suffit pas de parler. Est-ce qu'on peut faire une petite incursion dans le privé et dire aux gens qui nous écoutent, vous me donnez l'autorisation, oui, que de temps en temps, le préfet montait sur sa Harley Davidson et il venait manger chez vous. Oui. Quand vous avez le préfet devant vous, il est venu tout seul, hein, pas ni garde du corps, pas ni rien, donc d'homme à homme. Oui. Vous lui dites ça. Eh bien non, j'évite de le lui dire. Parce que vous partagez non, un mais petit c'est clair. cochon Non, mais aussi. je suis toujours très clair. Ouais. Pourquoi je le dis, j'évite de le lui dire? Parce que dans la mesure où je vais le lui dire, il se dira, mon brave, il est monté encore, parce que le type écoute 24 heures sur 24 et il me met au boulot. Donc, les moment, il y a mes pieds en cochon oui. aussi, qui a pas les mots de Par ça. contre, comme j'ai besoin Ouais. pour ma population, Ouais. là, je peux lui dire, bon, écoute, j'ai tel problème là, tel truc, essaie de voir ça pour moi. Est-ce qu'il est conscient? Alors, on ne va pas focuser sur le préfet. Oui. Est-ce que les autorités locales déjà, et puis nationales, sont conscientes que ce pays est en train de partir? Je ne sais pas s'ils pensent ou s'ils sont conscients qu'il s'agisse de pays qui partent, mais ils sont sûrement conscients de problèmes importants au niveau de la population martiniquaise, que ce soit problème de drogue ou même de problème d'armes. D'ailleurs, quand je vois ce qui s'est passé ce matin à Saint-Esprit, je viens d'entendre les nouvelles là en descendant, je me dis, attends, mais où est-ce qu'on est? Et il y a tout lieu, non seulement au Béquet, mais à tout le monde, de se dire, mais non, mais est-ce que je peux sortir à partir de 18h, puisque même en plein jour, les gens sont attaqués, sont agressés. Il faut d'abord désarmer la population. Comment vous allez faire pour désarmer des gens dans une île? Ça arrive de tous les côtés. Mais 80 km de long sur 30 de large. Si on met un policier ou un gendarme, je ne sais pas moi, à chaque kilomètre, ne serait-ce que ça, pas pour longtemps. Oui, pas pour longtemps. Juste pour récupérer les armes qui sont en circulation. Ouais. Parce qu'il y en a vraiment. Oui, mais Joseph, on stigmatise souvent les jeunes qui ont des armes. Oui. Mais vous savez qu'il y a beaucoup d'adultes citoyens normaux qui se sont armés. Hein. Mais je pense que pour eux, il s'agit des moyens de défense, c'est-à-dire de la prévention. Oui, mais un jour, ils vont tirer. Écoutez, si tous nous tirons, il ne reste plus rien. Hein. Ouais, c'est une guerre civile. Écoute, parce que quand on regarde ce qui se passe dans d'autres pays, regardez maintenant Los Angeles, regardez, oui, dans les pays américains. On ne va pas aller jusque-là. Trinidad vient de passer en état d'urgence. Alors, c'est qu'il y a un moment où on a baissé la garde. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qui a baissé la garde. L'État. Il n'y a pas d'autre. Hein. Ce n'est pas les politiques qui vont demander. Non, les politiques vont exposer au service de l'État. Mais c'est au service de l'État de répondre. Mais je peux dire en quelque part pourquoi les services de l'État ne répondent pas. Pourquoi? Parce que remarquez bien, depuis 2 ou 3 ans, on change de gouvernement toutes les semaines, etc. Je vais vous dire quelque chose, je vais vous faire une confidence. Quand tout récemment, on a nommé M. Barnier, Premier ministre, j'ai eu des amis, vous parliez de préfet, j'ai eu des amis ex-préfets de la Martinique qui se sont trouvés chefs de cabinet des différents ministres. Ah oui, M. Cadeau, M. Robin, Emmanuel Bafou, M. Prévost, etc. Emmanuel Bafou, qui était sous-préfet de Latinité et qui était régulièrement à la maison, je le dis. Eh bien, j'ai envoyé des mots à ces messieurs pour leur dire, cher ami, je suis très content, etc. Donc, je pense que je vais pouvoir bénéficier, etc. 3 mois plus tard, terminé. 15 jours, leurs patrons ont été remplacés. Ouais. Rachida Dati, son directeur de cabinet, c'est M. Emmanuel Bafou, un ami très proche. Bon, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on change de gouvernement. Ouais. Mais ce n'est pas la seule raison. C'est l'une des raisons principales, parce que c'est une déstabilisation du gouvernement et de la structure. Donc, les projets que peut-être celui-là a voulu mettre en route, un mois après, c'est démonté. Regardez, hein, ne serait-ce qu'au niveau du ministère de la Justice, où nous avons aujourd'hui M. Darmanin.
il n'a pas le même langage que celui qui l'a précédé il y a quelques jours. Aujourd'hui, il a dit narcotrafic, je tranche. Donc, ceux qui sont en prison en ce moment et qui se disaient, avec un tel, on a une chance peut-être de bénéficier de remise de peine, etc., ils se disent, oh là là, c'est foutu, c'est foutu. Les hommes changent. Quand est-ce que les hommes politiques et les élus, essentiellement, vont prendre leur part? Parce que j'entends pas beaucoup de mea culpa. Parce que on n'a pas le temps, cette émission arrive à sa fin, mais l'année 2025, ça va être aussi l'année des procès. Il y a un procès du SMTVD prévu, probablement au mois de juin. Il y a un procès de Madivial prévu au mois de novembre. Il y aura d'autres procès impliquant des hommes politiques. Il y a des appels de maires qui ont été condamnés à 5 ans d'inéligibilité. Bon, ça va être chaud quand même. Hein. Mais il faut quand est-ce qu'ils prennent leur part en disant, bon, on a déconné? Écoutez, s'ils ne peuvent pas prendre, la justice va trancher. Vous êtes optimiste? Oui, la justice va trancher. Et surtout maintenant avec ces hommes au gouvernement. Donc, si la justice tranche, eh bien, ceux qui veulent vraiment du pouvoir en ce moment, ils vont trouver de la place. Au contraire, ils doivent se dire, le temps va venir pour nous, et je serai très heureux. Parce que ceux qui aujourd'hui dénoncent les politiques, il ne faut pas qu'après-demain, ils soient pires que des politiques d'aujourd'hui. C'est surtout ça. C'est votre crainte. Ah oui, j'attire leur attention. Parce que, fort souvent, ce n'est pas de la faute des hommes, c'est peut-être le système. Parce que vous avez des hommes qui rentrent avec de très bonnes intentions, mais quand ils arrivent dans le système... écoutez, il y a quand même des trains de vie qu'on mène, qu'on n'a pas envie de perdre, etc. Je comprends. Ouais. Les humains, on est tous des humains. Mais essayons de faire de façon à ce que quand même la population qui nous a fait confiance, eh bien qu'elle ne regrette pas. Et au Marigot, ce sera ça. Très bien. Monsieur Joseph Peras, je vous remercie. Merci. Merci d'avoir accepté, d'avoir eu le courage de venir nous voir, le premier de l'année. Et nous vous disons à la semaine prochaine. À bientôt.